Je suis Anne-Marie Villemenot. Je suis née à Paris, mais ma famille est franco-suisse et j'ai grandi à côté de Genève, en fait. Euh, et donc j'ai vraiment grandi le long d'une frontière, en passant de part et d'autre pendant toute mon enfance et mon adolescence. Et puis je suis partie par la suite pour faire des études d'abord de kinésithérapie. Et j'ai atterri en Belgique parce que tout simplement, à l'époque, j'ai épousé un Belge qui est le père de mes enfants. Et donc j'ai achevé mes études en Belgique et puis j'ai commencé à travailler d'abord dans un hôpital psychiatrique en tant que kinésithérapeute. Et puis ensuite, j'ai monté un cabinet, participé à un centre de recherche sur la posture, fait toute une série déjà de recherches en kinésithérapie. Mais ce qui m'a amené à l'anthropologie, c'est certainement ce constat et ce sentiment aussi que le milieu médical était extrêmement sclérosé à l'époque et qu'il n'y avait absolument aucune ouverture du côté de la différence. C'est-à-dire que un modèle était appliqué à l'ensemble des patients qui étaient là. Et j'ai été un jour très interpellée par un des patients dont je m'occupais. Je donnais à l'époque ce qu'on appelait plus ou moins un cours de gym, c'est-à-dire c'était de l'occupationnel un peu amélioré. Et donc j'avais construit tout un cours pour les patients de l'hôpital qui avaient envie de venir. Et je leur faisais faire toute une série d'exercices de stretching en début de cours pour essayer vraiment de délier leur corps. Et surtout, nombre d'entre eux étaient tellement gavés de médications quand même assez lourdes qu'il y avait simplement une utilité à les faire bouger. Et je me souviens très bien d'un patient qui était un Africain musulman et qui, en début de cours, lors d'une posture que j'avais donnée à faire et que je faisais bien sûr avec toutes ces personnes, qu'on appelle classiquement en kiné une posture de prière arabe, c'est-à-dire assis sur les talons et le corps penché en avant, les bras en avant et vraiment en position de prière. Ce patient est resté pendant toute ma séance dans cette position. Alors que, bien sûr, après, je les faisais se relever. Je mettais de la musique à l'époque, d'ailleurs. J'avais fait un choix qui n'était sans doute pas très, très judicieux parce que c'était. Je me souviens plus de qui était ce tube qui était She's a Maniac. Hein, donc, c'était pas tout à fait vraiment performant comme choix. Mais bon, voilà. Mais les patients adoraient ça parce qu'ils dansaient là-dessus. Ça leur permettait vraiment de se défouler en partie, qui était plus ou moins le seul lieu où c'était possible pour eux dans ce cadre quand même très très rigide. Et donc c'est la fin de la séance, tous les patients repartent, sauf lui qui est toujours dans cette position de prière arabe. Donc je viens m'asseoir à côté de lui et tout doucement je lui dis est-ce que je peux faire quelque chose pour toi et il me dit non merci Anne-Marie, je suis en train de prier, c'est le seul endroit où je peux le faire. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais on fait vraiment n'importe quoi ici, c'est absolument n'importe quoi. Et moi, je vais pas passer ma vie dans un milieu pareil, ça, c'est insupportable. La structure m'était insupportable. Pas du tout le travail avec les patients qui était totalement fascinant. Je pense que c'est vraiment mes premières rencontres d'altérité radicale, hein, quand on est face à et ce sont les grosses étiquettes psychiatriques qui fonctionnaient à l'époque, hein, donc à ces personnes qu'on appelait psychotiques, délirants,
tout à coup, effectivement, une altérité s'installe. Les personnes ne vivent pas tout à fait dans les mêmes mondes. Et je trouvais ça fascinant. Mais ce qui me fascinait beaucoup moins, c'était la manière dont on approchait ces modes de vie, finalement. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, OK, je dois trouver une issue à toutes ces questions qui resteront sans réponse et qui vont devenir de plus en plus frustrantes, finalement, dans ce type de milieu. Ça ne me convient pas du tout. Et j'ai cherché de manière très pragmatique, parce que j'avais mon fils qui avait 1 an, des études pas trop loin de chez moi qui me permettraient d'entrer dans une autre pensée qui est globalement celle des sciences sociales. Et très vite, lors de mes premiers cours, j'ai tout de suite su que l'anthropologie m'intéressait beaucoup plus que la sociologie. Ça, c'était très clair, même si la première année était commune. Donc j'ai repris des études après un certain nombre d'années vraiment de travail en cabinet, dans un centre qui faisait de la recherche sur la posture et puis dans cet hôpital. Et donc j'ai repris des études à l'ULB donc à l'Université libre de Bruxelles, parce que c'était ce qu'il y avait de plus près de chez moi en fait. C'était vraiment la logique était là. OK, comment est-ce que je vais pouvoir tout gérer tout en continuant en tout cas à gagner ma vie au moins avec mon cabinet que j'ai gardé pendant de très très longues années. Et j'ai eu la grande chance dans ces études de rencontrer des personnes vraiment remarquables, et notamment Luc Deheusch, qui était à l'époque le professeur d'anthropologie à l'Université libre de Bruxelles. Et bien sûr, on reconstruit toujours notre passé, nos souvenirs, notre mémoire est toujours défaillante. On va s'accrocher à des petits morceaux et puis on reconstruit un puzzle qui est un morceau de réalité qu'on raconte maintenant comme ça et qui sans doute, dans 10 ans, sera raconté autrement. Donc, tout ça est à prendre avec beaucoup de pincettes, bien évidemment, mais mes souvenirs de ce que j'ai pu vivre avec Luc Deheusch à l'ULB étaient que c'était une personne tout à fait remarquable, tout à fait fascinante. Je suis très vite allée voir ses films, toute sa production filmographique, évidemment, parce que c'était très, très interpellant pour moi, de ce parcours. Bien sûr, lire ses travaux. Mais je dois bien avouer que c'était vraiment pas un pédagogue. J'ai beaucoup de respect pour la personne. Je l'ai connu beaucoup plus longuement par la suite et c'est quelqu'un vraiment pour qui je garde beaucoup d'affection et de proximité. Mais il n'était pas du tout pédagogue. Il arrivait en cours, il nous lisait ses livres. Et donc pour nous, c'était un peu cauchemardesque parce qu'il n'y avait pas vraiment d'ouverture déjà pour poser des questions. Et il lisait d'une voix très très monocorde comme ça. Enfin, donc il fallait s'accrocher à son texte pour essayer de comprendre sa pensée. Bon, aujourd'hui, dans les postures où nous sommes tous poussés en tant que profs à être très interactifs avec de multiples techniques et technologies à nos portées, ça passerait plus du tout évidemment auprès des étudiants. Pourtant, peut-être c'était un moyen de finalement s'investir dans l'enseignement tout en disant clairement à l'étudiant dès le début, si tu t'investis pas toi, si tu ne lis pas, si tu ne commences pas à réfléchir par toi-même, il ne va rien se passer. Ça ne va pas venir de l'extérieur. Donc voilà, c'était mes premiers pas, disons, dans cette discipline, avec à l'époque, c'était 4 ans, c'est la logique de la licence, des études qui finalement sont passées relativement vite. Entre-temps, j'ai eu ma fille, donc j'allais à l'université enceinte, bien sûr. Absolument aucun matériel n'est prévu pour ni de chaises ni de tables pour les femmes enceintes dans nos universités. Et d'autant plus que c'était des sièges pas du tout ergonomiques où la tablette se rabat comme ça. Donc avec mon gros ventre, ça passait pas du tout. Je devais toujours essayer de me trouver une chaise quelque part ou m'asseoir sur les escaliers des auditoires pour pouvoir suivre les cours.
Et puis, ma fille est née le 17 mai, et donc j'ai accouché, et tout de suite après, je suis allée, 8 jours après, passer mes examens, parce que je voulais avoir du temps pendant l'été pour pouvoir, non pas préparer d'autres examens pour septembre, mais m'occuper vraiment de mes enfants. Donc j'avoue que c'était une période un peu folklorique en fait, parce que j'allais passer mes examens en allaitant, avec mon couffin, enfin c'était... Mais je crois que ça se fait dans de très très nombreux pays, c'est juste on a plus du tout l'habitude dans nos pays occidentaux de ce type de situation, mais je reste persuadée que ça se fait un peu partout sur la planète. En tant que femme, euh, d'une certaine manière, et parce que nous portons les enfants, il faut à un moment donné de sa vie pour pouvoir tout faire en même temps. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, donc plus ou moins bien, mais je l'ai fait. Et à la suite de ce diplôme en anthropologie, j'ai vraiment pris le goût de la recherche et eu envie de poursuivre en thèse. Donc j'avais fait mon mémoire de licence avec Luc Dehaeuch sur des populations du centre Vietnam, ceux que les Français appelaient les Moi, hein, et qui en fait sont des proto-indo-chinois. Et je m'étais beaucoup intéressée aux travaux de Jacques Dourne et des Djorai, sur les Djorai en particulier. Et quand j'ai voulu, donc je suis allée rencontrer Jacques Dourne en France. C'était un moment assez intense, j'avoue, parce que c'était à la fois un très très grand ethnographe, ethnologue, penseur, et à la fois une personnalité complexe, hein, pour ne pas dire autre chose, je dirais. Donc j'ai quand même des souvenirs un peu rudes de cette rencontre, mais à la fois j'ai beaucoup appris. Et surtout, ces travaux m'ont vraiment fascinée. Et à la suite de ça, et j'avais commencé même à apprendre la langue dioraï, j'ai voulu partir sur le terrain au centre Vietnam. Et là, j'ai pas du tout obtenu les autorisations. À l'époque, c'était bon, ça fluctuait beaucoup. De temps en temps, ces régions étaient ouvertes aux ethnographes, de temps en temps pas, et parfois totalement fermées aux ethnographes étrangers. C'est ce qui m'est arrivé. Donc ça, c'était fin des années 80. Euh, et à ce moment-là, je me suis dit, bon, je dois vraiment choisir une autre piste. J'ai toujours vécu comme ça, finalement, en suivant un peu le cours de la vie. Et quand les portes se ferment, j'essaie d'en trouver d'autres. Je ne force pas les portes à s'ouvrir à tout prix. Euh, je ne sais pas du tout pourquoi je fais ça, mais en tout cas, c'est comme ça que je le fais. Et j'ai eu la chance à ce moment-là, parce que rétrospectivement, je peux dire que c'était vraiment une très grande chance, de croiser dans les rues de Bruxelles un ami journaliste qui me dit oh, je vais rencontrer une première délégation qui vient d'Asie centrale. C'était vraiment au moment de la chute du mur, de l'ouverture, enfin à demi-ouverture des anciens pays soviétiques. Et globalement, tout le monde à ce moment-là, vraiment tous les pays essayaient de faire des accords avec l'Europe en particulier, mais pas seulement bien sûr. Et donc, première délégation d'Asie centrale qui arrive à Bruxelles et qui était essentiellement une délégation économique, hein. Leur but était très clairement ça. Et je me suis dit, ok, entre deux patients, je case ce rendez-vous, pourquoi pas, c'est intéressant, on ne sait jamais. Et je me souviens très bien que dans cette délégation, il y avait un monsieur dont j'ai appris par la suite que c'était un philosophe en fait de l'Académie des sciences du Kazakhstan. À l'époque, tout le monde se cherchait un travail et une issue, hein, donc les universités étaient plutôt désertées localement, et l'Académie aussi, il faut bien le dire. Ça a été non pas du tout un passage avec une transition, mais une rupture radicale très très violente pour beaucoup de personnes, dans tous les milieux et certainement dans tous les métiers. Et cette personne, sur une même feuille, prenait des notes
à la fois en écriture chinoise, cyrillique et arabe. Et c'était tellement intriguant, je me suis dit, c'est vraiment une tour de Babel, cette Asie centrale à laquelle je ne connais strictement rien, mais sans doute un paradis pour les anthropologues et certainement pour l'ethnographie. Et donc, à la fin de ces interviews, je me suis adressée à cette personne en lui disant, croyez-vous possible de débuter une recherche ethnographique dans votre pays? Mais j'avais prononcé là de manière très naïve un très gros mot, hein. Nous savons tous que l'ethnographie était totalement interdite en Union soviétique, que tout le monde pouvait faire de l'histoire. Et donc dans notre conversation, il passait son temps à me dire vous voulez dire que vous voulez faire de l'histoire? Et moi, j'insistais lourdement non, 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 pas du tout. Mais j'ai mis un peu de temps à comprendre. Mais parce que vraiment, à l'époque, je connaissais rien à ces mondes. Mais quand je dis rien, rien du tout. Oui, bien sûr, j'avais participé à toute une série de mouvements de résistance et d'aide un peu à distance et parfois un peu moins à distance, en tout cas dans les pays périphériques de l'Union soviétique. Donc j'avais des amis en Pologne, en Tchécoslovaquie, en Hongrie. J'avais passé de manière un peu rocambolesque au moment de Solidarność toute une série de bouquins, de bibles, d'encens à la frontière polonaise. Enfin, c'est toute une affaire un peu qui paraît aujourd'hui totalement désuète, hein, mais à l'époque, les enjeux étaient très importants pour les personnes. On a oublié ce que c'était Solidarność, mais c'était vraiment un grand mouvement de solidarité incroyable et de transformation profonde de ces sociétés qui se mettaient en place. Quand on voit la Pologne d'aujourd'hui, évidemment, on a du mal à croire à ce type de mouvement et ce type de véritable révolution dans les têtes, dans les modes de vie. Bon, donc voilà, par l'intermédiaire de cette personne, je finis par avoir les coordonnées d'un autre philosophe de l'Académie des sciences. Et après toute une série de démarches et une difficulté pour obtenir un visa, c'était vraiment complexe, je finis par débarquer en 92, je pense, ou 91, je ne sais plus maintenant, pour une première mission vraiment prospective à Alma-Ata, qui s'appelait à l'époque encore Alma-Ata, c'est-à-dire grand-père des pommes. Almaty, ça ne veut plus dire grand-chose, c'est une contraction. Alma, c'est la pomme, hein, j'arrive là-bas chez ce philosophe qui s'est avéré être un monsieur particulièrement alcoolique, comme l'étaient pas mal de personnes en ex-Union soviétique, hein, avec cette politique du litre de vodka moins cher que le litre de lait. Tout le monde buvait abondamment. Et j'ai passé une semaine à aider la femme de ce philosophe, qui était une pianiste et qui était à l'Académie de musique d'Alma-Ata, l'aider à sortir son mari de la baignoire complètement saoul. Donc après une semaine, je me suis dit, si je continue à faire ça, j'apprends pas mal de choses sur l'alcoolisme local, mais je ne vais pas avancer beaucoup dans ma perspective de travailler éventuellement avec les populations nomades ou semi-nomades qui restent encore dans ce pays. C'était globalement ça mon but de départ. Et aussi l'idée de travailler avec des gens qui vivaient en partie en montagne. Me vivant moi-même comme issue d'une société de montagne, hein, j'ai vraiment grandi entre le Jura et les Alpes, avec un rapport très très étroit à la montagne et une histoire familiale aussi liée à la montagne. J'avais vraiment un engouement pour ce type de société. Et donc j'ai eu je raconte un peu ça d'ailleurs dans le début de la yourte et la mesure du monde, hein. J'ai eu un réflexe d'expatrié, vraiment, c'est sans doute pas très glorieux, mais je me suis dit, ok, y a-t-il déjà une délégation internationale à Alma-Ata à qui je puisse m'adresser pour voir si éventuellement ils ont déjà un réseau qui me permettrait de rencontrer d'autres personnes et d'élargir un peu mes horizons dans cette ville. Et il se trouve qu'il y avait
vraiment 3 personnes qui étaient en train d'élaborer dans une petite pièce le premier consulat français de l'époque, avant même que l'ambassade ne soit ouverte et avant même que toutes les autres ambassades n'arrivent par la suite. Et parmi ces 3 personnes, un homme tout à fait intéressant, extrêmement sympathique, qui était l'attaché économique et commercial de l'ambassade de France à l'époque, et qui avait déjà mis en place tout un réseau. Et c'est par l'intermédiaire de ce réseau, donc d'un de ses amis tchétchènes qui lui-même avait, donc ces Tchétchènes du Kazakhstan qui, comme pas mal d'autres communautés, avaient été déportés par Staline, hein, donc comme les Allemands de la Volga, comme plein d'autres. Donc un de ses amis tchétchènes qui avait été recteur d'université et puis qui avait aussi participé à pas mal de cabinets dans des ministères, enfin qui connaissait beaucoup de monde, qui lui-même avait un ami russe qui avait été directeur de kolkhoz, mais pas seulement directeur de kolkhoz, c'était aussi, enfin ce sont des histoires longues, je ne peux pas toutes les raconter ici, mais des parcours typiquement soviétiques, hein, un adolescent qui s'enfuit à 14 ans de sa famille, de l'extrême est de l'Union, enfin, de l'ex-Union soviétique et donc de la Sibérie, qui s'engage dans l'armée soviétique à 14 ans en prétendant qu'il en a 18 et personne ne va vérifier, qui se retrouve dans les sous-marins et puis qui devient un musicien extraordinaire et qui fait partie vraiment de l'équivalent des Beatles de l'Union soviétique à l'époque en jouant du saxo. Et qui par la suite devient journaliste et puis directeur de kolkhoz. Et donc c'est cette personne tout à fait remarquable qui me fait rencontrer un directeur de kolkhoz qui était encore en fonction à l'époque et qui était un Kazakh, mais très très russifié, comme l'étaient beaucoup de Kazakhs à l'époque. Et vraiment comme ça, de proche en proche, il me dit « Ok, les bergers sont pour l'instant dans les pâturages de montagne, et il y a beaucoup plu, c'était en été, il fait très mauvais, on n'a pas de moyen d'accès là-bas maintenant. Mais si vous revenez l'année prochaine, au moment de la transhumance, alors j'organise le fait que vous puissiez participer à leur vie là-bas. » Et c'est comme ça vraiment que j'ai débarqué auprès de ces personnes de manière assez surprenante pour eux et pour moi aussi. Hein. On s'est juste croisés au kolkhoz et puis par la suite, l'année suivante, j'ai croisé la femme d'un des bergers, Nour Jamal, avec qui j'ai vécu très longuement dans la yourte par la suite. Et l'année suivante, je les ai rencontrés alors qu'ils étaient en transhumance, au début de la transhumance, et je raconte ça aussi dans la yourte, je pense. Et à ce moment-là, c'était vraiment, tout a basculé dans le début de mon ethnographie, et j'ai pu par la suite vivre avec ces personnes toute une série d'aventures et surtout de vie quotidienne, à la fois dans les pâturages de montagne et puis peu à peu aux autres saisons, dans les pâturages de printemps, d'automne et puis d'été. Et d'hiver aussi, j'ai fait cette expérience assez radicale du passage de globalement plus 40 l'été à moins 40 l'hiver, et donc des températures très très continentales et du coup un mode de vie aussi adapté, hein, où il faut conduire le bétail dans d'autres lieux pour qu'il puisse à la fois survivre et trouver de la nourriture. Et j'avoue que l'expérience, non pas de la yourte, mais de ce qu'on appelait les zimovskis, c'est-à-dire les petites maisons d'hiver dans les steppes, était une expérience quand même particulièrement forte. Il faisait très 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 froid et fort heureusement, ils avaient tout leur matériel magnifique de manteaux de peau de mouton fourrés de fourrure de loup, hein, qui est tout à fait politiquement incorrect dans nos régions, mais
tout à fait essentiels dans ce type de mode de vie. Et c'est par leur intermédiaire que j'ai pu rencontrer par la suite une série de Barksi, de chamans soufis, et débuter à ce moment-là mes travaux autour de logiques de chamanisme islamisé.